retrouvé dans une situation de médiation et j'arrive aussi dans une époque de transition. Je vais parler de la crise économique, sociale, puisque les émeutes de forêt ont eu lieu quelques années, on sortait de cette question des émeutes de forêt qui vont aboutir à une série de politiques, en tout cas, d'intégration des immigrés. On commence un petit peu à sortir de la crise économique et des projets sont mis en place. Donc on est dans une période de transition. La question des migrations économiques ce volet-là en tout cas commence à se fermer au niveau macro et on entre à partir des années 90 dans le lien entre l'immigration et les demandeurs d'asile. Et donc dans les années 90, il y a notamment plusieurs guerres, l'une en Europe, l'autre au Moyen-Orient. En Europe, c'est l'ex-Yougoslavie. Au Moyen-Orient, c'est la guerre en Irak, qui vont, je dirais, un petit peu bouleverser le rapport à l'immigration. Il y a toute une série de projets qui se mettent en place, de politiques, voire une structuration institutionnelle qui se met en place. Ce qu'il m'a semblé à ce moment-là manquer, et c'est là que j'ai essayé d'apporter un petit peu ma touche, je dirais, dans ce processus. Ce qu'il manquait, en tout cas à ce moment-là, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, d'enrober, je dirais, ces projets, ces structures avec de la vie, avec des gens en chair et en os, quand on parle d'immigrés ou quand on parle de la société d'accueil ou quand on parle du secteur de l'éducation, du secteur de la santé, de l'hospitalier, etc. Derrière ces termes, derrière ces concepts, derrière ces institutions, il y a des personnes qui travaillent, qui ont leur motivation, qui ont leur passion, qui ont aussi, je dirais, leur blocage éventuellement. Et donc ce qui m'importait déjà à ce moment-là, c'était de pouvoir travailler avec des gens pour faire en sorte que les liens se tissent, que les rouages et les motivations que tout un chacun avait en termes d'intégration, en termes d'accès à la scolarité par exemple, d'accès à la santé, etc., c'est que tout cela puisse un petit peu mieux fonctionner. Nous ne parlons pas le même langage, mais nous avons tous les mêmes motivations d'une certaine manière, les mêmes passions, qui est d'assurer un mieux vivre pour soi et pour ses proches. Et c'est d'essayer d'arriver, je dirais, au travers de ce qui nous anime, qui est fondamentalement identique ou presque identique pour tous, mais avec un langage et des attitudes différentes, c'est d'essayer d'arriver, je dirais, à ce qui nous unit d'une certaine manière, quelles que soient tout d'abord les différences sociales, économiques, mais aussi culturelles. Comment on fait? Comment on s'y prend quand on est face à deux secteurs que tout oppose et qu'on essaye comme médiateur de rapprocher? Bien, tout d'abord, il faut faire, Ouais. c'est-à-dire faire avec les personnes, avec les individus, les familles, les communautés parfois, et faire aussi avec les personnes, les groupes, les équipes, les institutions. C'est-à-dire faire et pas seulement parler sur un problème. Et cette idée de pratique plutôt qu'un discours, c'est quelque chose qui est aussi au cœur de la médiation interculturelle. Souvent, d'ailleurs, les médiateurs interculturels seraient incapables d'expliquer comment ils fonctionnent, peuvent vous dire ce qu'ils font, mais pour expliquer comment ils fonctionnent, c'est autre chose. C'est bien évidemment là aussi le secret d'une certaine efficacité qu'ils pourraient avoir. C'est en travaillant avec les personnes, en les faisant se rencontrer, pas uniquement se rencontrer juste pour se rencontrer, mais se rencontrer au travers de problèmes et de difficultés concrètes que les gens finalement, les institutions, les communautés, les familles, les voisins et les habitants d'un quartier par exemple arrivent à mieux se connaître, à mieux se comprendre et au final à vivre ensemble. Et c'est ce qu'il y a de le plus naturel du monde. C'est ce qu'il y a de plus naturel du monde, mais c'est pour autant ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Oui et non. Parce que ce travail de vivre ensemble, ce travail d'intégration, d'implication, je dirais, dans la vie collective et sociale d'une certaine manière, il se fait de toute façon. Il se fait de toute façon. Alors, depuis toujours, il y a
des mouvements qui pourraient aller ou des processus qui vont contre ces processus-là, notamment par un processus d'individualisation qui est à l'œuvre déjà depuis plus de 30 ans, mais qui va croissant et s'accélérant avec les technologies qui sont fondamentalement individualistes, même si paradoxalement elles sont censées créer du lien hein, au travers des réseaux sociaux notamment. Et ça, bien évidemment, cela menace le lien et cela menace le vivre ensemble parce que nous ne voyons l'autre et les contacts et les relations que nous avons avec l'autre, mais qui peut être juste son voisin, bien évidemment, nous ne le voyons et nous avons ces contacts qu'au travers d'écrans. Et ce sont des écrans qui font véritablement écran et qui ne favorisent pas la relation. Un autre danger, et là je m'adresse particulièrement à tous les services, surtout bien évidemment les services publics, c'est la généralisation des contacts et des relations avec les usagers au travers du virtuel, au travers d'Internet. Cela devient de plus en plus difficile, parfois même d'avoir quelqu'un à l'autre bout du téléphone. Or, je dirais, ça a déjà été constaté de longue date au travers des gares, par exemple, des gares qui se vident parce qu'il n'y a plus personne dans les guichets, tout se fait de manière automatique. Cela augmente le sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité, c'est toujours l'autre que l'on ne connaît pas qui va cristalliser ce sentiment d'insécurité. Et c'est la même chose, je dirais, pratiquement à tous les niveaux. Donc le contact, la relation, la rencontre, cela demande du temps, bien évidemment, mais nous en gagnons énormément aussi en ne passant pas uniquement par écran interposé. Difficile de ne pas vous poser la question alors, au vu de ce que vous venez de nous dire, de comment est-ce que vous avez vécu cette année 2024, où on a le sentiment justement qu'on cherche à tout prix à éviter l'autre, le contact, et que n'importe quel inconnu a une fâcheuse tendance à nous faire peur en ce moment. Oui, je vais reprendre le problème dans l'autre sens, à savoir que effectivement cette année-ci, année électorale à de multiples niveaux, avec des résultats qui peuvent effectivement nous inquiéter, nous pouvons aussi le voir et avoir une des clés d'explication, ce n'est pas la seule bien évidemment, mais c'est l'absence croissante de contacts réels entre les personnes. Et le seul contact que les personnes ont, et surtout les personnes de culture, de groupe ou de catégories différentes ont, ce sont dans certains lieux, certains espaces publics où l'autre est vu comme étant menaçant. Et ce sont dans ces espaces-là où les rencontres sont problématiques qui vont devenir, je dirais, la mesure de l'autre. Et donc l'autre devient comment dire, inquiétant et comment dire, le lieu de l'insécurité. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que lorsque ce n'est pas par hasard que c'est cette année-ci particulièrement la question des extrêmes, nous la connaissons depuis plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas par hasard que c'est cette année-ci, après deux années pratiquement où nous avons vécu sous des périodes à intervalles réguliers de confinement liés à la pandémie. Il y a eu s'en est suivi une, voire plusieurs guerres en Europe ou aux portes de l'Europe. Donc les populations, en l'absence de relations régulières entre différentes catégories, dans une période où les gens sont insécurisés, vont au contraire rechercher un contact, et un contact qui est fusionnel. Et comme ce contact et cette rencontre, si elles ne sont pas impossibles, sont relativement réduites, ce contact et cette relation fusionnelle vont être trouvés dans une identité tout à fait imaginée. Je ne dis pas imaginaire, mais imaginée, d'où des extrêmes qui peuvent aller, je dirais, dans tous les sens. Donc moi, je ne suis pas nécessairement pessimiste, mais je pense qu'il faut véritablement travailler sur le vivre ensemble, ici et maintenant et concrètement.